Imaginez une plantation du Mississippi en 1845, le soleil frappant la terre rouge et 300 âmes captives vivant chaque jour dans la peur et la souffrance. C'est là que Sarah, une jeune fille de 15 ans récemment arrachée à sa maison, découvre l'horreur de l'esclavage. Mais ce qui commence par l'humiliation et la violence devient le récit d'une résistance extraordinaire. Avec l'aide de Mama Rose, elle transforme la douleur en force, l'injustice en stratégie et prépare une vengeance qui marquera la plantation à jamais. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une jeune fille, c'est une légende de courage, de justice et de rébellion contre l'oppression. Croissant de lune, biceps pliés. Restez jusqu'au bout pour découvrir comment Sarah a changé le destin d'Oak Hill et est devenue un symbole éternel de résistance, inspirant des générations à se lever contre l'injustice. La terre rouge de la plantation Oak Hill, chauffée par le soleil impitoyable du Mississippi en 1845. L'air, épais et doux avec le parfum des fleurs de coton, était néanmoins chargé de la sueur et de la souffrance de 300 âmes captives. C'est dans ce monde que Sarah, une jeune fille de seulement 15 ans, récemment arrivée d'une vente aux enchères en Virginie, fut brutalement introduite à son nouvel enfer. Sa peau, couleur acajou poli, n'avait pas encore connu la violence de l'esclavage, et ses grands yeux effrayés reflétaient encore l'éclat de sa terre natale. Elle avait été achetée pour quelques dollars, considérée comme une nouvelle venue et assignée à servir son maître. Le colonel Beaumont, un homme corpulent à la barbe emmêlée, la força à se tenir nue dans la cour sous le regard des surveillants. Les humiliations publiques étaient une méthode pour briser l'esprit des nouveaux arrivants, et Sarah fut témoin de terribles scènes de violence envers les autres, y compris des enfants. La douleur et l'injustice qu'elle voyait allumaient en elle une colère glaciale et une détermination silencieuse. Elle fit un serment à la terre et à ses ancêtres, aucun acte de cruauté ne resterait impuni. La plantation, l'un des nombreux lieux privés où le coton régnait sur la vie humaine, était un lieu de travail exténuant et de brutalité constante. Les journées commençaient avant l'aube et se terminaient après le coucher du soleil, avec des femmes et des hommes forcés de travailler dans les champs et de nourrir la machine à coton. Les surveillants montés à cheval et les chiens entraînés empêchaient toute fuite, et les châtiments publics servaient à terroriser et contrôler. Malgré les conditions inhumaines, Sarah trouva des liens précieux avec certaines personnes, notamment Mama Rose, une guérisseuse âgée qui lui enseigna à préserver sa force intérieure et à utiliser le savoir des plantes pour se protéger. Peu à peu, Sarah cessa d'être une victime et commença à se transformer en une jeune femme déterminée à survivre et à résister. Elle observa les abus et les injustices autour d'elle, inscrivant chaque nom et chaque douleur dans sa mémoire comme des dettes à régler un jour. La cruauté de la famille Beaumont était légendaire. Le colonel et ses fils imposaient la terreur pour maintenir l'ordre, mais Sarah comprit que leur pouvoir reposait sur la peur. Avec patience et ruse, elle commença à préparer sa force intérieure et ses stratégies de survie, sachant que l'intelligence et la connaissance pouvaient devenir des armes aussi puissantes que la colère et la douleur. La pleine lune éclairait ces moments de réflexion et de planification silencieuse au bord du ruisseau de la plantation. Elle lavait son visage dans l'eau froide, laissant la douleur et l'injustice nourrir sa détermination. Sarah n'était plus seulement une victime, elle devenait une survivante prête à affronter le système cruel qui l'entourait. Les larmes finirent par couler, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de pure colère. « Anna, ma sœur, où es-tu maintenant ?» murmura Sarah en levant les yeux vers la lune, se souvenant du visage de sa jumelle vendue loin d'elle. « Si tu es devenue une étoile, donne-moi ta force. Si tu es devenue une rivière, donne-moi ton courage. Si tu es devenu le vent, donne-moi l'arme dont j'ai besoin. » C'est alors que Mama Rose apparut, comme appelée par ses prières. « Ne pleure plus, mon enfant, » dit la vieille femme en s'agenouillant à ses côtés. Les larmes n'abattent personne, mais certaines choses le peuvent. Intriguée, Sarah la regarda. Mama Rose lui expliqua alors que la terre qui les faisait souffrir pouvait aussi leur offrir les moyens de se défendre. Cette nuit-là commença pour Sarah un apprentissage sombre et déterminant. Avant l'aube, les deux femmes se glissèrent dans la forêt épaisse qui entourait Oak Hill, pleine de secrets anciens et de plantes capables aussi bien de soigner que de nuire. Mama Rose lui montra d'abord la gisonweed, utile en petite quantité mais dangereuse si l'on consommait ses graines, puis la vigne aux petites fleurs blanches qui pouvaient calmer un mal de tête ou au contraire arrêter un cœur si la dose était trop forte. Mais celle qu'elle cherchait vraiment se trouvait plus loin, dans une clairière dissimulée, la cigudo, dont les racines contiennent une substance mortelle que les maîtres appelaient cicutoxine et que Mama Rose nommait justice liquide. Elles en prélevèrent plusieurs racines que Sarah cacha sous sa jupe. De retour au quartier,
la vieille femme lui enseigna comment les faire sécher, les râper jusqu'à obtenir une poudre très fine et comment attendre le moment précis où elle pourrait agir. « Une arme n'est utile que si l'on sait quand s'en servir », disait-elle. Quelques jours plus tard, le signal arriva lorsque le colonel Beaumont annonça un grand rassemblement pour célébrer une vente fructueuse. Sarah comprit alors que l'heure approchait. Elle prépara les coupes, en marqua discrètement certaines, et y glissa la poudre blanche indétectable. Le soir de la pleine lune, les hommes se réunirent dans la cour, buvant et parlant avec arrogance. Sarah, cachée dans l'ombre, observa sans trembler. Une vingtaine de minutes plus tard, les premiers signes apparurent, douleur violente, nausées, inquiétude croissante. La panique envahit la cour. Les hommes, autrefois sur deux, chancelaient et tombaient au sol. C'est alors que Sarah sortit enfin des ténèbres, la faux qu'elle avait aiguisée dissimulée sous sa jupe. Son regard était étrangement calme. L'un des surveillants tenta de se défendre, mais affaibli, il n'y parvint pas. Sarah avança avec détermination et mit fin à sa menace. Thomas Beaumont tenta de fuir, mais la faiblesse de son corps l'immobilisa. Sarah le rejoignit lentement, consciente que ce qu'elle accomplissait dépassait désormais sa vengeance personnelle. C'était un acte de justice pour elle, pour Anna, pour Samuel, pour Hattie, et pour toutes celles et ceux qui pourraient un jour être victimes de ce même enfer. « Vous souvenez-vous du garçon, Samuel » demanda-t-elle d'une voix basse mais incisive. « Celui que tu as puni pour avoir fait tomber un panier de coton. »« Pitié, s'il vous plaît » implora Thomas, les larmes se mêlant à sa sueur. « Il a aussi demandé pitié, » répondit Sarah. « Et lui as-tu accordé » La lame tomba. La tête de Thomas Beaumont se détacha de son corps, roulant quelques mètres avant de s'immobiliser, les yeux encore clignotants dans une ultime manifestation de vie. Un par un, Sarah alla vers chacun des responsables. Pour chacun, elle avait une question, un souvenir, un rappel de ses actes. Pour Red Miller, qui marquait les personnes réduites en esclavage, souviens-toi de tous les visages que tu as marqués. Maintenant, la justice viendra pour toi. Pour Jedi, le forgeron cruel qui enterrait les captifs jusqu'au cou, tu aimais regarder la souffrance des autres, n'est-ce pas? Maintenant, tu en connaîtras les conséquences. Pour Ézéchiel, celui qui avait fait du mal à la jeune Hattie, tu aimais le feu, n'est-ce pas? Maintenant, tu devras répondre de tes actes. Chaque jugement était une sentence. Chaque coup portait un message. Chaque goutte de sang versée rappelait le prix de l'injustice. Enfin, elle atteignit le colonel Beaumont, paralysé par le poison mais les yeux toujours alertes, emplis de terreur. Sarah posa la lame contre son cou et murmura « Tu m'as traité comme un animal, tu as essayé de briser mon âme. Mais tu as fait une erreur. Tu ne m'as pas détruite, tu m'as forgée. Je suis devenu ton pire cauchemar. » D'un mouvement puissant, la justice fut rendue. La cour se transforma en scène dramatique. 10 hommes responsables de l'oppression furent neutralisés et la pleine lune, silencieuse, observait. La pluie qui tombait lava le sang, mêlant justice et terre, scellant la revanche de Sarah. Le lendemain, le matin était gris et silencieux. Les corps découverts laissèrent les esclaves en état de choc, mais dans ce silence naissait un sentiment interdit, l'espoir. Sarah et Mama Rose avaient déjà fui vers les marais de la Pearl River, où une communauté de fugitifs les accueillit. Là, Sarah apprit à se défendre, à manier le machette, la lance et même des fusils volés. La légende de Sarah, la jeune fille devenue symbole de résistance, se propagea parmi les esclaves, un esprit de justice qui défiait la peur imposée par les maîtres. Lorsque Sarah et Mama Rose furent capturées, elles subirent l'humiliation publique, mais les esclaves observaient avec respect et admiration. Le jour de l'exécution, Sarah se tint droite malgré les chaînes et les blessures et déclara « Vous pouvez tuer mon corps, mais pas ce que je représente. Après moi viendront d'autres, des dizaines, des centaines, des milliers. Nos corps peuvent tomber, mais nos esprits ne meurent jamais. » Les 2 femmes furent exécutées et leurs corps déposés dans une tombe commune, sans nom, sans cérémonie. Pourtant, la légende raconte que, au printemps suivant, à l'endroit exact, de magnifiques fleurs rouges apparurent spontanément, comme si la terre honorait ses filles mortes. Les esclaves femmes commencèrent à les recueillir en secret, les utilisant comme talisman de protection et de courage, perpétuant ainsi la mémoire et l'esprit de résistance de Sarah et Mama Rose. À Oak Hill Plantation, la douleur et la résistance étaient gravées dans chaque recoin. La plantation ne se remit jamais vraiment. Madame Beaumont, la veuve du colonel, tenta de poursuivre l'exploitation,
mais les personnes réduites en esclavage travaillaient lentement, sabotaient les outils et provoquaient de petits incendies dans les champs de coton. La production chuta, les dettes s'accumulèrent et en moins de 3 ans, la plantation fit faillite. Les ruines de la grande maison furent englouties par la végétation. La forêt avançait sur les murs, les colonnes étaient couvertes de lianes et le toit s'effondra. Les quartiers des esclaves, autrefois remplis de souffrances, furent abandonnés. Les personnes restantes furent vendues à d'autres plantations, dispersées comme des graines au vent, mais elles portaient l'histoire dans leur cœur. Oh, qu'il devint un lieu hanté. On disait que, la nuit, lorsque la pleine lune éclairait la cour abandonnée, on pouvait entendre des cris et le bruit d'une faux fendant l'air, ainsi que des rires fantomatiques. Personne n'osait passer après le coucher du soleil. Les voyageurs racontaient des histoires étranges. Certains prétendaient avoir vu une jeune fille à la peau foncée, aux yeux flamboyants, tenant une faux et observant la cour avant de disparaître comme de la fumée, laissant derrière elle une atmosphère étrange. « C'est Sarah », disaient les anciens. Son esprit était resté pour protéger les opprimés et punir les oppresseurs. La légende s'étendit au-delà du Mississippi jusqu'en Alabama, en Louisiane, en Géorgie et dans les Carolines. Partout, on racontait l'histoire de la fille qui transforma l'humiliation en arme, la douleur en courage et le désespoir en force. Dans certaines versions, Sarah avait échappé à la pendaison et s'était enfuie vers le nord pour devenir conductrice du chemin de fer clandestin, guidant son peuple vers la liberté. Dans d'autres récits plus sombres, son esprit aurait habité celles qui se révoltaient contre leur maître, faisant d'elle une avengée éternelle. Les propriétaires tentèrent d'effacer son nom, brûlant tous les documents la mentionnant, mais la légende survécut dans la mémoire orale. Les mères la racontaient à leurs filles, les grands-mères à leurs petites-filles. Sarah devint un symbole secret de résistance et de courage. « Ne te laisse pas briser, enfant, souviens-toi de Sarah », disait-elle. Historiens et folkloristes s'interrogent encore sur son existence réelle et sur les événements à Oak Hill. Mais ce qui persiste, ce sont les récits transmis de génération en génération, les chansons de travail, les pratiques spirituelles et les fleurs rouges qui poussent encore dans certaines régions du Mississippi. En 1865, 20 ans après sa mort supposée, l'esclavage fut aboli aux États-Unis, non par morale mais par pression de la guerre et peur de révolte. Dans les communautés afro-américaines, on célébrait des figures comme Harriet Tubman, Nat Turner, et en secret, Sarah. Au XX siècle, chercheurs et folkloristes collectèrent ces histoires orales, et la figure de Sarah y apparaissait toujours, avec des variations régionales mais un message constant. Résistance, vengeance et justice au-delà de la loi. Même les ruines d'Oak Hill, transformées en champs de fleurs rouges, témoignent de ce courage. Aujourd'hui, des femmes continuent de visiter le site, déposant des offrandes et chantant des hymnes de célébration, de courage et de justice. Sarah n'est plus seulement une victime ou une légende, elle est devenue un symbole éternel. Chaque fois qu'une femme se dresse contre l'injustice, elle porte un fragment de son esprit. La plantation d'Oak Hill reste témoin silencieux. Les fleurs rouges continuent de pousser et la mémoire de résistance survit. Sarah, la jeune fille qui transforma la cour en cimetière, vit à travers chaque acte de courage et chaque refus de soumission, rappelant que lorsque la limite de la cruauté est franchie, la justice se prépare, inévitable et implacable. Les années passèrent, et la mémoire de Sarah s'enracina dans les récits des communautés afro-américaines. Les anciens racontaient que ses yeux flamboyants apparaissaient parfois à l'orée des bois, surveillant les lieux où l'oppression renaissait, prête à inspirer la résistance. Les fleurs rouges, qui poussaient spontanément là où les esclaves avaient jadis souffert, devinrent des symboles silencieux, des rappels que le courage pouvait éclore même au milieu de la douleur. Dans le sud profond, certains jeunes hommes et jeunes femmes, ignorant l'histoire exacte mais sentant le poids du passé, entendaient parfois une voix dans le vent, une voix douce mais déterminée. « Tiens bon. Ne cède pas, transforme ta peur en force. » Ces murmures guidaient ceux qui luttaient contre les injustices quotidiennes, des brimades des maîtres d'autrefois aux discriminations modernes. Sarah, bien que disparue, continuait d'enseigner par l'exemple, rappelant que la vraie liberté commence dans l'esprit et dans la volonté de résister. Parfois, au clair de lune, les descendants de ceux qui avaient survécu à Oak Hill se rassemblaient autour des fleurs rouges, murmurant les noms des martyrs oubliés et des héros silencieux. Les enfants écoutaient attentivement, apprenant que le courage et la justice n'étaient pas des concepts abstraits mais des actions quotidiennes. Sarah, l'esprit de la rébellion et de la protection, était là dans chaque geste, chaque chant, chaque offrande déposée sur la terre rouge. Et puis vinrent les tempêtes. Des orages violents frappèrent la région, ravageant les champs et renversant les arbres, mais les fleurs rouges persistaient. Même lorsque la pluie battante semblait vouloir effacer toute trace de résistance,
Leur couleur flamboyante rappelait que la mémoire des opprimés ne pouvait être effacée. Les voyageurs, les curieux et les chercheurs racontaient des histoires de silhouettes fantomatiques, de faux brillants dans la lune et de voix qui semblaient murmurer des avertissements et des encouragements. Certains affirmaient avoir vu Sarah elle-même, jeune et déterminée, marcher parmi les ruines de la plantation, prête à veiller sur ceux qui étaient faibles et à punir ceux qui cherchaient à exploiter. Au fil des décennies, la légende de Sarah transcenda les frontières du Mississippi. Des communautés dans d'autres États du Sud, dans des villes et des campagnes, commencèrent à incorporer ces récits dans leurs chansons, leurs poèmes et leurs danses. Son image devint un symbole universel, celle d'une jeune fille qui, malgré la cruauté du monde, choisit de ne jamais se soumettre et de transformer sa souffrance en force et justice. Au XXI siècle, lorsque des chercheurs revisitaient les sites historiques, ils découvraient les fleurs rouges persistant à travers les saisons et des archives orales évoquant une jeune fille au courage inébranlable. Les descendants des esclaves d'Oak partageaient ces histoires avec leurs enfants, insistant sur un point. Le courage et la justice ne connaissent ni oubli ni limite. Sarah n'était plus seulement une figure du passé. Elle était un guide spirituel, une voix dans le vent, un rappel que la résistance, même face à l'oppression la plus totale, peut changer le monde. Et quelque part, dans l'éclat du soleil levant sur la terre rouge, on pouvait encore sentir la présence de Sarah. Une jeune fille devenue légende, éternelle, silencieuse mais infiniment présente. Chaque fois qu'un acte d'injustice était confronté par un cœur courageux, chaque fois qu'une femme ou un homme se levait contre l'oppression, Sarah vivait à nouveau. La flamme de sa rébellion continuait de brûler, inextinguible et pure, un phare pour tous ceux qui croient que la justice n'est jamais hors de portée. Anogal beijou Araldo. Cadê a putona do laço? Será que ela tá aqui dentro? Será que a Nogal tá na casa dela? Ah, eu vi, filha, eu vi. Tome aí, vamos lá. E aí, Dante? Você quer ver se a Nogal beijou o Araldo? Tome aí. Puta que pariu. Quantos TP a Nogal quebrou já? E eu não tenho TP da Nogal de novo. Meu Deus, calma. Ela quebrou de novo. Ela quebrou de novo. Não, pera. Ai, ufa. Tem sim. Foi mal, agora você ativou meu ódio. Agora eu vou te julgar por tudo. Ela beijou o Araldo. Ela beijou o Araldo, Magi. Você traiu meu irmão pra beijar o Araldo, Nogal? Foi, ela fez isso mesmo. Fudeu. Nogal, de todas as opções que você tinha, você escolheu o Araldo?